On commence. Shalom à toutes et à tous. On est très contents. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter Georges Pira. Et on continue avec toi, Georges, sur la diaspora des Maran. Et je suis obligé de dire que j'ai vu la vidéo qui est passée hier avant-hier. Je sais pas si tu l'as vu. Tu vois les Juifs de France qui enlèvent les mezuzot, qui changent de nom. Et ça me rappelle à chaque fois que je vois ça, je pense C'est au vraiment, Maran, c'est vraiment la au même sujet que tu histoire. traites avec C'est brio. vraiment la même Mais histoire. Ramon, Merci היום, beaucoup, היום Johan. זה קיים? היום Voilà. Bon, eh ben, tu me mets en grand après, Johan, si tu veux bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer par des bonnes nouvelles. Il n'y en a pas tellement, donc il faut vraiment en profiter. La première, c'est que Maxime et Daniel Schiff ont célébré la bar mitzvah d'un petit-fils, et donc on leur présente notre sincère Mazel Tov. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et puis une deuxième bonne nouvelle, c'est chez nos amis Raphaël et Simone Friedheim. Alors, ils ont fêté la naissance d'une petite fille. C'est la 18e petite fille qu'ils ont. Chai, Arrière-petite-fille, chai. pardon, arrière-petite-fille, excusez-moi. La 18e arrière-petit-enfant qu'ils ont. 18, c'est Chai, c'est la vie. Mazel Tov. Voilà. Pour le reste, vous avez entendu l'appel d'Odile Gottlieb à l'instant. Et je voudrais souligner que c'est vraiment extraordinaire de voir tout le bénévolat qui continue. Ça fait 9 mois que ça dure maintenant et personne ne baisse les bras. Ça, c'est Israël. Voilà. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous voulez bien, on va parler encore des Maran et encore une fois la prochaine fois. Puis, je pense que comme ça, on achèvera le cycle des Maran. Un petit rappel de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Les Maran en Italie vont être obligés de bouger d'une ville à l'autre selon l'humeur des dirigeants. Donc, après Ancône et Ferrare, ils vont se diriger vers Venise. Et à Venise, il y a déjà un ghetto, mais il y a aussi des crypto-juifs en ville, chrétiens, etc. Sauf que en 1550, ils vont être expulsés. Et puis, comme tout bon juif, quand on les fout dehors par la porte, ils reviennent par la fenêtre. C'est ce qu'ils vont faire très très rapidement, revenir en ville avec l'accord tacite de la municipalité, des doges de Venise, donc, parce que les juifs apportent beaucoup d'argent à la ville. Donc, on ferme un petit peu un œil sur les coups de canif à l'orthodoxie chrétienne et on laisse les Juifs revenir s'installer à Venise en raison notamment de leur rapport économique. L'un d'entre eux, d'ailleurs, va avoir une idée extraordinaire pour relancer le commerce de Venise, c'est d'installer un port franc à Raguse qui s'appelle aujourd'hui Split sur la côte d'Almat. Et en même temps, s'installera à Split une petite communauté de Maran. En parallèle, pour comment dire, conforter les doges dans leurs décisions, il y a un moine qui s'appelle Fra Paolo Sarpi, théologien, et qui dit que l'intégralité des crypto-juifs, des maranes anciennement juifs convertis au christianisme, en réalité, leur conversion n'est pas valable. C'est d'ailleurs le principe théologique du christianisme, pas très respecté évidemment, que la conversion de force n'est pas acceptée. Et comme ils ont été convertis de force, tous ces maranes sont tout simplement des juifs contre lesquels ni l'Église ni l'Inquisition n'ont le droit d'intervenir à quelque niveau que ce soit. Donc évidemment, fort de cette décision halachique, entre guillemets, beaucoup de nouveaux maranes vont venir s'installer à Venise, à tel point que sur la place du ghetto, on parle le portugais. On parle le portugais, on est juif, on porte un chapeau jaune, un bonnet jaune, obligatoire pour les juifs, mais on a à peu près toute liberté d'activité et de commerce. Alors, assez rapidement, il va y avoir une opposition entre les Ponantins et les Levantins et les Ashkénazes. Alors, je vous rappelle la définition. Les Ponantins sont les Maranes, les Juifs qui viennent de l'Ouest, donc de l'Espagne, de la péninsule ibérique. Les Levantins sont des Juifs qui viennent du Levant, donc de l'Afrique du Nord et plus loin encore. Et puis, il y a également
des Allemands qui sont arrivés à Venise il y a très très longtemps déjà, au moment des persécutions consécutives aux croisades, donc au 12e siècle. Voilà. Donc ils sont là depuis longtemps, cachés dans le ghetto, à peu près tranquilles. Mais il y a une opposition entre les deux, et très vite, les Ponentins, donc les Maranes, vont prendre le dessus, le monopole des affaires, et seront tout à fait surreprésentés au Conseil communautaire de Venise. Ils inaugurent en 1584 la plus belle synagogue du ghetto de Venise, que vous pouvez encore voir aujourd'hui, beaucoup d'entre vous la connaissent, une très grande et belle synagogue en étage, parce que c'est toute une histoire sur le ghetto de Venise, qui n'avait pas beaucoup d'espace, donc on a construit en hauteur, et les immeubles communiquaient les uns avec les autres pour pouvoir, en cas de problème, fuir soit par les toits, soit par un autre immeuble. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc une très belle synagogue. On voit d'ailleurs au Lido. Le Lido est une petite île qui est à côté de Venise, qui fait partie de Venise, et il y a là-bas un cimetière juif dans lequel on peut voir des pierres tombales de Maran écrites en espagnol, mais même des pierres tombales de juifs allemands dont les inscriptions sont écrites en espagnol ou en portugais. Voilà. Alors, on trouve également à Venise des imprimeries, une grande période d'impression, toute une nouvelle littérature. Sur la littérature, on sera amené à en reparler. Voilà pour Venise. Florence, en 1630, donc une ville concurrente, voit tout l'apport des Juifs à Venise, l'apport économique évidemment, et il y a un scandale. Ah, il y a un scandale à Florence. Il y a un juriste du droit canon chrétien, donc un chrétien patenté, qui se défroque avec deux autres juristes qui fuient Florence pour revenir à Venise et se déclarer ouvertement juifs. Voilà. Alors, il y a plein de petites histoires comme ça, de gens qui vont fuir, qui vont venir à Venise, parce qu'à Venise, on peut être juif au ghetto, mais il y a aussi des crypto-juifs qui habitent en ville et qui sont intégrés dans la population. Il y a quelques figures illustres à Venise dont je vous ai parlé, je ne reviens pas dessus, les Aboab, les frères Cardozo, il y en a bien d'autres encore. Ferdinand, le duc de Toscane, lui aussi voit la richesse que les Juifs ont apportée à la ville de Venise. Il faudra bien en profiter aussi, ce serait pas mal quand même. Alors, en 1593, il édite une charte où il donne énormément d'avantages aux Maranes. C'est une véritable invitation aux Maranes à venir s'installer dans un premier temps à Pise, pas très longtemps dans ce port où il y a déjà une communauté. Et notre ami Paula Goldenberg de Strasbourg, là, il y a 15 jours, nous a dit pourquoi ils ont quitté Pise, parce que le port a baissé d'intensité, d'activité, parce qu'il s'ensablait. Et donc, on est plutôt allé à Livourne. Alors, Livourne, c'est une très grande communauté juive, une grande histoire, un des plus grands ports d'Europe. Cette nouvelle communauté supplante l'ancienne qui existait déjà à Livourne et elle devient le KKL. Qu'est-ce que le KKL vient faire là-dedans? Alors non, ce n'est pas Keren Kayemet Israël, je vous rassure, c'est Keilat Kodesh Livorno, la sainte communauté de Livourne, KKL, effectivement. Voilà. Alors, les Maranes dominent le commerce maritime très largement, mais également ils créent à Livourne des savonneries, des ateliers de tissage de laine et de soie. Ils vont créer une compagnie d'assurance maritime qui va organiser, maîtriser tout ce commerce international qui se déroule en Méditerranée et plus loin encore, évidemment, vers l'Amérique. Voilà. Alors, ils apportent beaucoup, les Juifs. Entre autres, ils vont financer la construction d'un hôpital. Lorsque le roi vient en visite à Livourne, ils organisent de grandes fêtes populaires qui sont célèbres pour honorer le roi. Tout ça, ils le prennent en charge. Donc, ils participent à la vie de la ville d'une façon extrêmement active et ce qui les fait accepter par un gouvernement ou auquel, par ailleurs, ils font des dons en argent extrêmement importants. C'est toujours une histoire de fric.
C'est jamais autre chose. Quand les Juifs, on les tolère, c'est qu'ils apportent des sous. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, mais on les tolère tellement qu'on trouve à Livourne 16 familles qui roulent en carrosse. Alors, savoir quand même que dans toute l'Italie, les Juifs n'ont pas le droit de posséder un attelage. Mais à Livourne, on a 16 familles très, très argentées qui roulent en carrosse, ce qui est quand même très exceptionnel. Et du coup, on trouve à Livourne en 1793 7000 Juifs, c'est un chiffre important à l'époque. Il n'y a pas de ghetto, ils mènent une vie tout à fait indépendante. Il y aura une seule alerte anti-juive en 1730 qui sera très très vite étouffée par le gouvernement qui ne veut surtout pas qu'on touche à ces juifs. Après 1715, les Espagnols et les Portugais à Livourne vont accorder quand même quelques voix aux Allemands et aux Levantins, mais les Maranes vont imposer leur culture. Et c'est une communauté remarquablement bien organisée sur tous les plans, que ce soit l'argent, le paiement des impôts, l'éducation, les affaires civiles, l'aide aux pauvres, la dotation des jeunes filles désargentées pour qu'elles puissent se marier, l'organisation de yeshivot. Cette communauté de Livourne est remarquable. Elle a tout un cursus de tradition qui se sont maintenus, qui se maintiennent encore. Dans ma synagogue, j'ai un voisin qui est livournais d'origine et qui garde un certain nombre de traditions très belles, une manière de cantiler également la lecture de la Torah un peu particulière. Et je trouve ça magnifique parce qu'il garde cette tradition, KKL, Keilat Kodesh Livorno. Il y a aussi quelques personnages illustres, je ne reviendrai pas dessus, mais je vous parle plusieurs fois de personnages illustres, et ça, je vais vous expliquer pourquoi, probablement à la fin de ce cours. Alors, il y a une différence entre l'immigration marane vers la Turquie, qui est beaucoup plus religieuse, qui est beaucoup plus tôt dans l'histoire, et l'immigration nettement plus tardive de maranes imprégnés de christianisme vers l'Italie, pour une partie d'entre eux et vers d'autres régions. C'est l'apogée de l'économie de la péninsule ibérique et ces marins qui partent vers l'Europe du Nord et vers l'Amérique également vont tisser un réseau commercial international et provoquer littéralement l'effondrement de toute la péninsule ibérique. On ne va pas pleurer pour eux et aujourd'hui, pas non plus. Voilà. Alors, l'histoire de ces colonies maranes est également différente selon les villes. Les plus catholiques de ces maranes, c'est tellement compliqué leur histoire. Ils sont convertis, ils sont crypto-juifs, mais un petit peu ou un petit peu plus ou un petit peu moins ou beaucoup, selon leur degré d'intégration dans la communauté catholique, on va en avoir pas mal qui vont tout simplement disparaître, fondus dans la communauté chrétienne et n'existeront plus comme juifs. On en a plein d'exemples aujourd'hui, on en a déjà parlé, de ces Espagnols ou Portugais qui ont des traditions juives. Ils ne savent pas que ce sont des traditions juives, mais ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère allumaient 2 bougies le vendredi soir qu'elles mettaient dans l'armoire. Voilà. Pourquoi? Bon, curieux, pourquoi? Ah ben je ne sais pas, c'est comme ça dans la famille. C'est tout ce qui reste une vague étincelle, mais je crois que même en soufflant sur les braises, ça donnera pas grand-chose. Par contre, alors, ceux qui sont plus juifs, c'est difficile de jauger là, reviendront au judaïsme après quelques générations, parce qu'il y a toujours cette hantise de l'Inquisition. Et c'est différent selon les villes où ils s'installent. Par exemple, dans les pays protestants, notamment ce sera le cas de la Hollande, ce sera le cas de Hambourg également, dont on va parler, ce sont des pays plus tolérants, clairement plus tolérants, et donc le retour au judaïsme sera beaucoup plus rapide et très vite affiché. À Hambourg, ce sera spectaculaire d'ailleurs. Alors, il faut partir du Portugal, ce n'est pas permis. Donc, on organise des fuites. Il y a tout un réseau qui permet aux Juifs d'échapper, aux marins plus exactement, de s'échapper du Portugal. Un de ces réseaux est animé par un moine d'origine marane, évidemment,
qui s'appelle Martin Lopez. Un autre réseau est animé par une famille qui s'appelle Mogaduro. Là, toute la famille va finir sur les bûchers. Elle aura été découverte en faisant fuir des Juifs ou des Maranes du Portugal. Et puis, nous avons parlé, et puis après, je m'arrêterai avec le résumé, parce que sinon, on n'avance plus. On a parlé de la France. En tout cas, on a commencé. Alors, la France, pays catholique. Les Juifs sont interdits. Ils ont été fichus à la porte par Philippe le Bel. Il n'y a plus de Juifs en France. Oui, mais les Maranes sont des chrétiens. Donc, les Maranes peuvent venir en France. Alors, je vais vous dire quand même, on fait comme ça. On ne fait pas comme ça, on fait comme ça. On sait, mais on ne voit rien. On voit rien. Ils sont chrétiens, point à la ligne. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se tenir bien cachés. Alors, du fait qu'il n'y a pas de juifs en France, l'Inquisition est très peu active, en tout cas l'Inquisition contre les juifs. Alors, ils sont peu surveillés et du coup, pas mal de familles maranes vont venir s'installer, notamment à Bordeaux, où ils vont recevoir d'énormes privilèges, droit de résidence, droit de propriété, droit de commerce et possibilité d'obtenir la naturalisation. Alors, évidemment, c'est encore une fois pas pour leur belle figure, c'est parce qu'ils apportent un enrichissement considérable au port de Bordeaux. Sauf qu'en 1614, le bon roi Louis XIII expulse tous les juifs, et enfin les crypto-juifs, les maranes, et expulse tous les juifs de France, sauf ceux de Bordeaux. Ah non, ceux de Bordeaux, on n'y touche pas, ça coûterait beaucoup trop cher quand même à l'économie. Alors, ces gens de Bordeaux ne seront jamais inquiétés, et puis ben, on va continuer maintenant cette histoire. Parce qu'ils ne vont pas toujours très bien se comporter, ces gens de Bordeaux. Nous allons voir ça maintenant. Ça va? On peut y aller? Bon, alors, dans le sud de la France, donc très près de la frontière espagnole, la vie est similaire à celle de Bordeaux, et après 1520, il y a des colonies maranes qui s'installent à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, donc ça remonte très très loin, et autre chose. Alors, on commence déjà à faire du lachonara. Je suis désolé, mais c'est la vérité. En 1597, arrivent des familles de Bordeaux qui ont été expulsées par les Juifs maranes de Bordeaux. Alors, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des familles de maranes installées depuis plus de 100 ans à Bordeaux, un siècle. Ils n'acceptent pas que de nouvelles familles viennent s'installer et ils expulsent, ce n'est pas les chrétiens, c'est les maranes de Bordeaux qui expulsent les nouveaux maranes qui arrivent du Portugal. Ah, c'est quand même affolant, c'est effrayant une chose pareille. On aura encore affaire à eux à plusieurs reprises dans l'histoire. Alors, bon, alors ces braves gens, ben, ils quittent Bordeaux, ils n'ont pas le choix, pas tous quand même. Et ils vont s'installer dans ces villes de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou Bayonne. Il y a quand même une communauté qui va rester, qui tient tête. Et en fait, une deuxième communauté marane va s'ouvrir à Bordeaux et qui va avoir un afflux d'immigrants jusqu'au début du XVIIe siècle. Entre 800 et 1000 familles vivent dans les provinces frontalières de la péninsule. Alors, ça comprend Bordeaux, mais également Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, tout ce que je vous ai cité. Voilà. Pas très beau, hein, l'attitude des vieux maranes de Bordeaux. On va retrouver la même histoire à plusieurs reprises. Alors, les Juifs sont interdits en France, on l'a vu, donc il n'est pas question en France de revenir au judaïsme. Ils vivent en crypto-juif quand il reste quelque chose, ils font ce qu'ils peuvent à la maison et ils vont se faire très sérieusement à l'église, se faire baptiser et faire des mariages à l'église. Mais comme l'Inquisition est relativement peu active, petit à petit, ils vont revenir de plus en plus ouvertement vers le judaïsme. Ils organisent une communauté juive. Évidemment, tout est discret, tout est plus ou moins caché, mais enfin, ils organisent une communauté juive avec des yeshivot,
avec des rabbins qu'on fait venir de l'étranger, essentiellement d'ailleurs d'Afrique du Nord, et également un réseau caritatif, donc un embryon très sérieux d'un judaïsme actif et impliqué. Et puis, on va construire des petites synagogues, évidemment privées dans une grande maison, rien qui est pignon sur rue, mais qui seront très fréquentées. Alors, tout le monde sait que les Portugais sont juifs, euh, mais ils n'ont pas le droit de s'afficher comme tels. Voilà. Alors, on fait comme ça. On sait qu'ils sont juifs et ils font travailler la ville. Le reste, qui reste discret, qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entende pas et ils ne nous dérangent pas, qu'ils restent tranquillement à Bordeaux. Ils ont d'ailleurs, ces crypto-juifs, leurs propres prêtres portugais, qui sont tous des crypto-juifs aussi. Ils respectent les sacrements, entre guillemets. Ils vont se marier à l'église, mais le mariage est doublé d'un mariage que das que din dans une maison privée. Les enfants sont baptisés, et puis après on les ramène à la maison, on va faire la mila. Donc, vous voyez, c'est vraiment schizophrénique. Ils ont une double casquette. Ils sont chrétiens dehors, juifs dedans. Une grande partie d'entre eux. Voilà. Et puis, vous allez sourire. Ils ont même un carré pour leurs enterrements, mais officiellement, ça n'est pas un carré juif, bien entendu. Et figurez-vous que le carré réservé aux maranes de Bordeaux est localisé dans le jardin du couvent des Cordeliers, lesquels moines accordent l'hospitalité à un cimetière juif dans leur propre couvent. C'est absolument incroyable. Eux aussi, ils savent qu'ils sont juifs en cachette, mais en façade, ils se montrent comme de bons chrétiens. Et ils ne refusent pas de protéger cette communauté et d'abriter son cimetière. Fin du XVIIe, début XVIIIe, la nation portugaise de Bordeaux achète son propre cimetière et à partir de là, c'est très étonnant ce qu'ils font. Sur les pierres tombales, toutes les inscriptions sont en hébreu, mais le prétexte est maintenu, nous sommes de bons chrétiens et en fait, nous écrivons dans la langue ancienne des évangiles. Ce n'est pas écrit en latin au départ, c'était écrit, pour partir en tout cas, en hébreu. Alors, à partir de 1705, on avance un petit peu, il n'y a plus de mariage à l'église, ils sont remplacés par une simple déclaration en présence d'un curé, du curé de la paroisse. Le curé, je vous rappelle, qui est crypto-juif, il vient à la maison, on lui fait une déclaration qu'on se marie conformément au sacrement de l'église, et puis basta, terminé, et on fait un mariage religieux. Alors, le baptême, lui, même le baptême sera abandonné un tout petit peu plus tard, vers 1730. Donc, après 2 siècles. Et au bout de ces 2 siècles, les nouveaux chrétiens du sud de la France sont reconnus officiellement comme juifs. Donc, il y a toujours une interdiction pour les juifs d'habiter en France, mais évidemment, progressivement, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit ça dans beaucoup de domaines, il y a des lois et il y a des usages. Et progressivement, l'usage est accepté que les Juifs peuvent habiter en France, alors qu'ils sont toujours interdits. Mais petit à petit, à la longue, voilà, ils ont pignon sur rue. La plus grande communauté Je marane, suis en cours. Ouais, pardon, la plus grande communauté marane se trouve à Bordeaux, on l'a déjà vu, où arrivent des maranes d'Espagne ou du Portugal jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'effectivement, l'Inquisition est encore toujours active. Pas l'oublier. Il y a 7 synagogues à Bordeaux. Et puis ensuite, la deuxième communauté, c'est la communauté de Bayonne, avec son KK, non pas KKL, mais Keilat Kadosh Nefutsot Yehuda, la sainte communauté de la dispersion de Yehuda. Ça en dit long, ça en dit long ce que ça veut dire. Le peuple juif dispersé, le peuple de Yehuda dispersé. C'est le nom de la communauté de Bayonne. Toutes les communautés du sud de la France vont avoir comme ça un nom particulier, Keilat Kodesh, quelque chose.
Là, c'est le Futsot Yehuda, la dispersion de Yehuda. Mais par contre, à Bayonne, la tolérance est moins grande. Tant et si bien qu'il est interdit aux Juifs d'habiter en ville et ils vont tous s'installer de l'autre côté du fleuve à Bayonne, dans un quartier qui s'appelle Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel de la communauté juive de Bayonne habite à Saint-Esprit. Donc, c'est la même ville, c'est un quartier de la ville. Donc, de l'autre côté du fleuve. Ils construisent une synagogue en 1660, donc pignon sur rue, et jusqu'à aujourd'hui, donc, elle est en fonction, mais je crois qu'il n'y a plus grand-chose à Bayonne, autant que je sache, sauf peut-être pendant les périodes estivales. Autour de Bayonne, qui est le centre, près de la frontière espagnole, il y a d'autres petites communautés, Biarritz, Bidache, Pereorad, Perorad, difficile à prononcer, Saint-Jean-de-Luz. Hein, Saint-Jean-de-Luz, c'est intéressant. Chacune ayant sa propre dénomination, sa propre personnalité. Puis parfois, il y a des histoires tragiques. Par exemple, justement, à Saint-Jean-de-Luz en 1630. Catalina Fernandez, une femme de 60 ans, va à l'église le dimanche matin pour aller prier comme il faut, etc. C'est une marane qui est venue du Portugal et elle va recevoir la communion. Sauf que on la surprend qui sort l'hostie. L'hostie, c'est un bout de matzah, hein. C'est pas la même chose. Qui sort l'hostie de la bouche et la met dans sa poche. Ça, c'est un crime de lèse-majesté, de lèse-église. Elle est arrêtée, emmenée en prison. La foule pénètre dans la prison, se saisit de cette femme et elle est brûlée vive sur la place de Saint-Jean-de-Luz. Alors, la colère ne s'apaisera que par l'expulsion des Juifs de Saint-Jean-de-Luz, qui partiront pour l'essentiel vers Biarritz, c'est pas très très loin, et d'autres partiront en bateau vers le nord de l'Europe. Ce que je voudrais souligner, c'est que quand je vous raconte ça comme ça, bon ben, ils sont partis. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, à cette époque-là, dans les quelques jours, d'être obligé d'être tout abandonné, tout ce qu'on a, fuir, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on va dans une direction, on verra bien ce qui se passe, mais c'est abominable, c'est atroce. C'est des plitimes, ce sont des réfugiés, vraiment des réfugiés qui sont dépouillés, qui n'ont plus rien et qui partent sur les routes de l'Europe sans savoir du tout ce qu'ils vont devenir. C'est terrible. Alors, quand on raconte l'histoire comme ça, bon, c'est un épiphénomène parmi tant d'autres, mais réfléchissez à ce que ça signifie. C'est excessivement difficile. Je crois que notre génération a un peu une idée de ce que ça veut dire d'être un réfugié, de partir en laissant tout derrière soi, sans savoir vers quel avenir on se dirige. Voilà. Et puis, Saint-Jean-de-Luz, un petit peu plus tard, la communauté va se reconstituer, mais en 1636, Saint-Jean-de-Luz est conquise par l'Espagne. Et là, l'Inquisition va se déchaîner. Ils vont se venger contre ces quelques juifs qui sont encore là-bas. L'essentiel d'entre eux seront arrêtés, expédiés en Espagne et nourriront les autodafés des XVIIe et XVIIIe siècles. Beaucoup d'entre eux seront brûlés. Ceux qui ont réussi à fuir, bon, on va les retrouver plus tard à Amsterdam, à Hambourg, à Altona, à Emden, dans bien des communautés dont nous parlerons. Cela dit, ces communautés maranes ont apporté énormément au développement du sud de la France, notamment à Bordeaux, évidemment. Dès la première moitié du XVIe siècle, c'est donc très très tôt, vers 1530-1540, des familles se distinguent à Bordeaux. Les Gouvéa, Granola, Ran, Tarrega, Milanges, Costa. Ce sont tous de nouveaux chrétiens. Et c'est eux, justement, qui sont les anciens immigrés de Bordeaux, qui vont ficher leurs frères arrivés un peu plus récemment à la porte. Pas très, très élégant. Il y a d'autres personnes, des gens que vous connaissez. Il y a une dame qui s'appelle Antoinette de Lopez, qui est issue de la famille Pazagon de Calatayud. Vous savez qui c'est, cette dame? C'est la mère de Michel de Montaigne. Vous le savez, tout le monde sait que Montaigne avait des origines juives. C'est plus que des origines juives, il est juif.
Il est juif par sa mère, qui s'appelle donc Antoinette de Lopez. Il y a des personnages aussi. Isaac de la Perrère, un très fervent protestant, converti donc, est d'origine marane. Il y a beaucoup de médecins, dont Jean-Baptiste de Silva. Alors, il est doyen à la faculté de l'Université de Paris, conseiller médical de Louis XV, vous voyez que c'est quand même pas rien, ce sont des gens qui sont arrivés très loin. Également, dans le domaine de l'économie, à Bordeaux, évidemment, il y a des réussites flamboyantes. Les chantiers navals de Gradis ont rendu des services considérables à la flotte française lors des guerres contre l'Angleterre au XVIIIe siècle. Le plus célèbre marin de Bordeaux s'appelle Jacob Rodriguez Pereira. Et lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Il a inventé une méthode qui permet l'éducation des sourds-muets. Donc, un homme intéressé à aider son prochain, clairement. Il y a d'autres communautés marranes en France, il y en a beaucoup, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, à La Rochelle, et à la fin du XVIe siècle, on trouve une grosse communauté marane à Nantes et en Bretagne. Alors, ils sont très mal vus par les autres marchands, évidemment, parce qu'ils font concurrence et qu'ils sont avisés. Sauf que on a un bon roi en France qui s'appelle Henri IV, qui a une politique extrêmement éclairée et qui protège la communauté juive ou la communauté marane. Donc, ça dure le temps de Henri IV, mais enfin, c'est déjà ça de prix sur l'ennemi. Cela dit, elle sera dispersée. Vous savez qu'Henri IV, il est assassiné en 1610 par M. Ravaillac. Et en 1615, la communauté marane est dispersée. Elle est expulsée par un décret. Ils ont 1 mois pour partir. C'est très court, très très court. Cela dit, un certain nombre d'entre eux vont revenir s'installer en France. Par exemple, à Rouen, il y a une importante communauté marane qui va se reconstituer et qui est dirigée par un poète qui s'appelle Joao Pinto Delgado. Et alors, les Juifs de Rouen sont accusés de tout, d'être des voleurs, d'être des Juifs, d'abord, d'être des Juifs qui se cachent. Mais comme ils se comportent en bons chrétiens, de façade en tout cas, ils obtiennent finalement des certificats d'orthodoxie chrétienne et on est obligé de les laisser tranquilles. Quand on a voulu les expulser en 1613, ils ont présenté leur certificat et ils sont devenus intouchables. Il y aura d'autres tentatives pour les expulser qui vont toutes échouer. Et malheureusement, comme nous sommes des gens très doués, ce seront des querelles internes qui vont provoquer une catastrophe, qui amène d'abord la dénonciation de Delgado comme étant crypto-juif, et la communauté de Rouen sera dispersée à cause de querelles internes. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Ça vous fait penser à quelque chose? J'imagine. Voilà exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Alors, ces gens se dispersent, les uns vont fuir, d'autres seront transférés à Paris, où ils vont être présentés devant un tribunal, mais ils pourront se disculper fort de leur fameux certificat d'orthodoxie chrétienne et seront relâchés. Quelques membres de Rouen partiront, oulala, ils vont partir très loin. Ils vont partir à Hambourg. Hambourg, c'est tout au nord de l'Allemagne. C'est juste en face du Danemark. Très, très loin. Et alors, on va commencer à parler de l'Europe du Nord et de Hambourg, un des principaux ports de l'Europe du Nord, avec une très grosse communauté marane portugaise depuis la fin du XVIe siècle. Alors franchement, pour des Juifs ashkénazes, c'est quelque chose de totalement inattendu de trouver dans le nord de l'Allemagne, c'est donc vraiment très très loin, une communauté portugaise marane importante, et vraiment importante. Alors, la ville est protestante, donc un peu plus tolérante évidemment, et le problème, c'est que les nouveaux immigrés sont officiellement catholiques. Protestants et catholiques s'aiment pas beaucoup, hein, vraiment pas. Mais
On sait très bien qu'ils sont juifs en secret. On le sait. Encore une fois, on fait comme ça. On voit rien. Ils sont juifs en secret. Ah, on se tait. On leur demande simplement restez discret. 1604, il y a quand même une plainte qui est déposée par les échevins, mais qui n'aura aucune conséquence, toujours un problème de concurrence. C'est toujours le même souci. En 1612, on compte 125 familles, c'est très très tôt, 125 familles installées à Hambourg. Alors, on veut quand même les fiches à la porte. Comment qu'on va s'y prendre? De 1604 à 1607, ils ont en plus des taxes payées par tout le monde, ils vont payer un impôt spécial de 10 000 Reichsthaler. Donc, c'est une somme très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une bagarre entre les bourgeois et le gouvernement. Les bourgeois voudraient voir dégager les juifs. Et le gouvernement, pas du tout, parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent. Alors, ils obtiennent progressivement, tout le monde doit payer depuis le début 1000 Reichsthaler par an par famille, puis ce sera porté à 2000 Reichsthaler, puis ce sera porté à 6000 Reichsthaler. Alors là, mais je ne vais pas devancer, ou je peux vous le raconter en deux mots, mais on reviendra en arrière. À 6000 Reichsthaler, là, ils ne sont plus d'accord. Et une grande partie de ces juifs vont partir vers Amsterdam. Ils vont quitter Hambourg, mais pas chassés, si vous voulez. Simplement, ils refusent d'être pressurés de cette façon-là, et donc ils vont quitter Hambourg et s'installer à Amsterdam. Alors, il y aura une réaction des échevins qui disent non, non, pas du tout. Une telle réaction qu'ils vont supprimer tous les impôts particuliers qui frappent les juifs. Alors, évidemment, un certain nombre d'entre eux vont rester à Hambourg. Il n'empêche que très rapidement, au cours du XVIIIe siècle, la communauté juive d'Hambourg va totalement décliner et disparaître, partie vers, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc ils ont, alors pourquoi est-ce que les échevins ne veulent pas les laisser partir? Parce que ces braves juifs ont créé un formidable courant d'affaires avec la péninsule. N'oubliez pas qu'ils ont tous de la famille encore en Espagne ou au Portugal, et donc des liens se créent, des liens d'affaires. Et en plus, ils ont le monopole du tabac, du coton et des épices. Ils vont même, lors de la création de la Banque de Hambourg, on va trouver en 1619, on va trouver 40 familles maranes qui seront parmi les premiers signataires ou financiers de cette Banque de Hambourg. Et puis, peu à peu, leur fausse identité va se réduire et en 1610, trois petites synagogues sont installées dans la ville. Alors, toujours la même histoire, des petites synagogues dans des maisons privées, évidemment, pas avec pignon sur rue. Et puis, en 1611, une année après, trois représentants de la nation portugaise de Hambourg achètent un terrain pas très loin d'Hambourg, dans une ville que vous connaissez de nom, qui s'appelle Altona, qui est un port également. Et seulement à l'époque, cette ville est sous autorité danoise du Danemark. Et ils vont installer là-bas un cimetière juif. Voilà. Il se passera la même chose en Belgique, hein, où les juifs n'ont pas le droit d'enterrer leurs défunts en Belgique. Ils auront les enterrer en Hollande, dans un cimetière dédié pour cette communauté. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ils installent leur cimetière. Et puis, la même année, ce que je vous disais avant d'ailleurs, j'ai un petit peu devancé, il y a une pétition pour expulser ces étrangers. Alors quand même, on va demander l'avis de l'Académie luthérienne de Francfort, laquelle académie est beaucoup, beaucoup plus tolérante et va donner sa réponse. Il faut recevoir les Juifs sous réserve, euh, sous condition. L'argument est remarquable parce qu'il est contemporain aussi pour les gagner à l'amour des évangiles. Oui, oui. Bien les recevoir, bien les intégrer pour les gagner à l'amour des évangiles. C'est exactement le principe qui régit les Oui. évangélistes. On nous fiche la paix.
Alors, en 1612, le Sénat entérine l'installation dans la ville et leur recommande simplement de pratiquer le judaïsme en privé. On les laisse tranquilles, mais ne vous affichez pas. Figurez-vous que c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Le judaïsme, c'est à la maison, dans la rue, on ne se distingue pas. Et peut-être qu'on ferait bien de temps à autre d'écouter ce genre de conseils de sagesse, mais c'est un autre débat. Alors pourquoi pratiquer en privé? Pour ne pas heurter les chrétiens, pour qu'il n'y ait pas de problème. Le culte public est autorisé en 1650, donc une quarantaine d'années plus tard, et 2 ans plus tard, les 3 synagogues privées de Hambourg vont fusionner en Keilat Kodesh Bet Israël. Toujours le même principe, Keilat Kodesh Bet Israël. Et puis d'autres communautés vont naître à Altona, à Emden et à Glückstadt. Alors à Hambourg, on a des célébrités. Là aussi, des gens vraiment importants. Il y a 5 médecins, dont un certain Rodrigo de Castro, de Lisbonne. Ses dates, c'est 1550-1627, donc début du XVIIe. Et il a déjà rendu des grands services quand il était en Espagne à la Grande Armada, mais surtout, il a été excessivement dévoué, extrêmement dévoué à la population de Hambourg, 1 an après son arrivée à Hambourg, en 1595, lors de la Grande Peste. Il s'est décarcassé pour la population. C'est un médecin, c'est un juif, et donc il agit comme selon les principes moraux du judaïsme. Il a fait autre chose, cet homme. Il est un des fondateurs de la spécialisation de la gynécologie, qui n'était pas évident à l'époque, et il a écrit un livre sur ce sujet, un ouvrage qui est demeuré un classique, évidemment aujourd'hui c'est un petit peu dépassé, mais il demeure un classique de la littérature médicale. En tout cas, il est intéressant de voir comment il a eu une approche de cette spécialité. Il est conseiller médical du souverain de Hesse, de l'évêque de Brême et du roi du Danemark. C'est quand même pas mal. Il a 2 fils. L'un de ses fils, qui s'appelle Andrés de Castro, qui va changer de nom, qui s'appellera Daniel Namias. On a quelqu'un chez nous qui s'appelle Abraham Namias, c'est peut-être l'origine, je ne sais pas. En tout cas, il était médecin privé du roi du Danemark et il avait un autre fils qui s'appelle Bendito de Castro, alias Baruch Namias, lui aussi, et qui est médecin auprès de la reine Christine de Suède. C'est vous dire que ces gens sont arrivés à un très très haut niveau d'intégration dans la société. Rodrigo, le papa, va revenir au judaïsme sous l'influence d'un médecin de Hambourg et va se faire la mila, évidemment. Médecin de Hambourg qui s'appelle Enrique Rodriguez alias Samuel Cohen. Donc, changer son nom et le judaïser. Et la femme de ce Cohen a énormément souffert de l'Inquisition. Son père a été brûlé en 1609 à Lisbonne. Et à partir de là, toute la famille a quitté pour Hambourg. Il y a un autre médecin célèbre à Hambourg qui s'appelle Samuel da Silva. Lui, il est venu de Porto. C'est un théologien qui défend avec vigueur le principe de l'immortalité de l'âme, qui n'est pas du tout fait pour nous choquer, bien au contraire, et qui va s'opposer très violemment à Uriel da Costa d'Amsterdam. Lui, je ne vous en ai pas encore parlé, et je ne vais pas vous en parler ce soir, c'est un grand épisode, Uriel da Costa Spinoza, c'est une même époque, ça demandera plusieurs cours, mais un petit peu plus tard. En tout cas, sachez que ce monsieur va s'opposer à Uriel da Costa. Il est également Samuel da Silva, le beau-père de Dionysius. Alors Dionysius, c'est un nom qui est connu parce que c'était un savant, un mystique, un lexicographe, et surtout, il était le médecin de Christian IV du Danemark. Personnage très connu, et il sera chassé en 1640 pour avoir donné son opinion sur le christianisme. Alors évidemment, ça n'est pas très futé d'aller critiquer publiquement le christianisme dans une ville chrétienne.
Donc, il va être chassé en 1640 et partira pour Amsterdam. Je vous rends quand même attentif qu'on le chasse. Hein. On ne l'arrête pas, on ne le condamne pas, on ne le punit pas. On le chasse. Voilà, tu pars. Interdit de séjour. Un autre personnage qui s'appelle Alvaro Diniz, alias Samuel Yahia, et le maître de la monnaie à Altona et Gluckstadt. Alors, être le maître de la monnaie, c'est pas rien. C'est lui qui détermine, qui produit la monnaie, l'argent, les pièces de monnaie, qui détermine la quantité à fabriquer, et c'est donc vraiment, c'est la banque centrale à lui tout seul. Ok. C'est extrêmement important. Et il a conçu un plan, malheureusement qui a avorté, pour l'installation de juifs marranes en Bohême. Bohême-Moravie, un petit peu plus loin, Tchécoslovaquie actuelle. Voilà, et donc M. Plan va rater. Il y a dans d'autres domaines des familles connues, la famille Albaz, qui a animé des cercles littéraires. On va en trouver beaucoup des cercles littéraires. Cette famille va être anoblie par l'empereur Mathias. On verra au XVIIIe siècle toujours des maranes, enfin d'anciens maranes, qui vont tenir salon littéraire, d'abord à Hambourg et ensuite à Berlin, et vraiment avec ce chapeau, cette identité marane, extrêmement important. Alors, il y aura encore beaucoup d'extensions de communautés maranes dans d'autres villes, à Londres, à Amsterdam, au Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde, on l'a déjà traité ensemble. Quand on a parlé des pirates juifs des Caraïbes, on a vu toute cette histoire des maranes qui arrivent dans les Caraïbes et ensuite en Amérique du Sud et finalement en Amérique du Nord. Alors, Amsterdam et Londres, on s'étendra un petit peu plus tard, surtout Amsterdam. Mais en 1622, Christian IV du Danemark, n'oubliez pas que son médecin est juif, écrit des lettres de patente de protection des maranes dans ces colonies. Ça, c'est nouveau. Donc, au loin, il y a une absolue protection. Il y a également des maranes à Copenhague, évidemment, Danemark. Et au milieu du XVIIIe siècle, la Suède envoie des lettres patentes pour essayer d'attirer les Juifs en Suède. Aujourd'hui, ils les expulsent plutôt, mais enfin, les choses changent. Mais voilà, ils ont voulu les faire venir toujours parce que les Juifs apportent énormément de ressources financières. On trouvera aussi des communautés maranes à Nice, à Villefranche, qui seront, eux, protégés par le duc de Savoie. Et ça, c'est intéressant, Savoie. Nice, cette région-là, la dernière région où les Juifs ont pu se réfugier pendant la dernière guerre. Une région relativement tolérante. Alors après, quand les Allemands sont venus, c'est une autre histoire. On va trouver des communautés maranes, vous allez voir, elles s'étendent partout, à Corfou, à Florence, à Rome, à Turin, à Lucques, à Gênes, à Marseille, à Ostende, à Vienne, même en Russie, où le conseiller financier du tsar est un juif marane, et le fou du roi, qui est là pour amuser le tsar, est également un juif marane. En Russie, c'est très loin quand même. Et puis, il y a des avant-postes maranes en Inde. Pourquoi je vous donne toute cette énumération? Parce que ça va nous expliquer ce maillage commercial, industriel du monde connu par les maranes. Cette formidable puissance économique qui n'a rien à voir avec le nombre qu'ils représentent, mais avec leurs compétences, leurs qualités, leurs capacités. Voilà, alors ces communautés vont avoir un rôle très important dans la vie des Juifs et dans l'économie. Dès le début du XVIIe siècle, on les trouve dans tous les centres commerciaux importants. Début du XVIIe, on est en 1600. L'Inquisition s'est installée en 1530 au Portugal, donc soit 2 générations après, les maranes se sont expatriés en Europe, en Amérique et en Extrême-Orient. C'est quand même assez fantastique. À l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable. Hein. On part et on ne sait pas quand on revient. Une activité économique, intellectuelle aussi, sans rapport avec leur nombre, sans rapport, infiniment plus importante
que ce qu'ils représentent. Je vous rends attentif que Israël aujourd'hui a une activité intellectuelle de découverte, d'intelligence, sans rapport avec son nombre non plus. Aujourd'hui, il faut en être fier. Et alors, il faut le préserver et espérons que ça continue. Euh, alors, pourquoi ils réussissent tellement bien? Parce que tous ces gens exportés un peu partout parlent la même langue. Ça, c'est très important. On se parle facilement. Ils ont la même culture et plus ou moins la même histoire. Et donc, ils vont se faire confiance les uns les autres aussi. Ce qui permettra de ne pas avoir besoin de payer, mais de payer avec des lettres de change. Ça va faciliter les échanges commerciaux. Et donc, évidemment, ils seront toujours en rapport avec un marin installé en Amérique ou en Afrique du Nord ou ailleurs, peu importe, avec un langage commun, une compréhension commune et une volonté de s'entraider les uns les autres. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme un fleuve tranquille. Les affaires sont les affaires, évidemment. Mais globalement, leur proximité culturelle et surtout linguistique et historique va créer ce maillage, ce réseau extrêmement dense de comptoirs tenus par des marans. Alors, pour aller de Hambourg à Bordeaux, on peut aller de Hambourg à Bordeaux, c'est vraiment à l'opposé, on n'est pas dépaysé. On retrouve les mêmes traditions, y compris à la synagogue. Globalement, on a à peu près la même chose. On peut correspondre dans une même langue avec la moitié du monde civilisé. C'est considérable. Au fond, leur portugais ou le ladino ou le judéo-espagnol, judéo-portugais leur permet d'avoir un langage commun en plus que les autres ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a aussi un langage commun, c'est l'anglais. Mais là, ils ont un langage commun souvent incompréhensible des autres. Très important, notamment pour les lettres qu'on s'envoie les uns aux autres. On peut communiquer sans être craindre d'être dévoilé. Alors, les grandes familles, elles sont clairement cosmopolites. Ça veut dire qu'elles ont placé des membres de leur famille un peu partout. On a le cousin qui est en Amérique du Sud, l'autre cousin qui est en Inde, le troisième il est à Hambourg, et puis le frère il est à Amsterdam, et donc tout ça communique dans une même famille, ce qui facilite encore plus les échanges. Le crédit soutient ces échanges commerciaux, que je vous disais, pas la peine de venir avec les poches remplies de sous, puisqu'on est en famille, tu me payeras sur la prochaine livraison, etc. On s'arrange. Et des relations commerciales s'établissent même avec la péninsule ibérique, parce qu'il est quand même resté des cousins chrétiens crypto-juifs en Espagne ou au Portugal, et on va pouvoir commercer avec eux également. Alors, quand même, quand on commerce avec eux, on utilise des noms d'emprunt. On ne va pas signer Cohen ou Lévy. On va signer Pérez ou quelque chose comme ça, qui est totalement anonyme et qui a consonance chrétienne. Un vrai réseau commercial qui est unique dans l'histoire. Unique. On n'aura pas d'équivalent même jusqu'à aujourd'hui, parce que ça couvre tout et ça écrase tout. Voilà. Alors, certains secteurs deviendront véritablement des monopoles de la communauté marane dispersée, les pierres précieuses qui viennent d'Inde, le corail, le sucre, le tabac qui vient des colonies. Et j'ai raconté déjà il y a très longtemps l'histoire d'une famille, l'histoire tout en détail, qui a amené la culture du tabac en Autriche et ce qui a permis à la communauté juive d'Autriche de rester installée là-bas. Je la rappellerai de nouveau un jour, mais ce n'est pas tellement important, mais c'était une histoire intéressante. Alors, après le XVIIe siècle, les Maranes sont véritablement des figures éminentes également sur le marché bancaire, c'est quand même le nerf de la guerre, dans toute l'Europe, et ils ont fondé ou contribué à fonder de très grandes banques nationales. Au cours du XVIIe siècle, le transfert de l'activité commerciale
du centre commercial va s'opérer de la péninsule ibérique, qui était au summum de l'activité économique dans le monde entier. Toute cette activité va se transférer vers le nord de l'Europe, la Hollande, l'Allemagne, la France aussi pour partie, l'Angleterre évidemment, au détriment de la péninsule ibérique qui va littéralement sombrer. C'est une des conséquences, et pas des moindres, de l'activité de l'Inquisition, conséquence indirecte. Cette Inquisition qui est un groupe de voyous, de gangsters qui ne cherchaient qu'à prendre de l'argent, à force de pourchasser les gens, les ont fait fuir et ils ont emmené avec eux leur savoir-faire. Il n'y a pas d'ailleurs que les maranes, hein. Il y a aussi des chrétiens. Vous savez, l'Inquisition, elle avait ceci de particulier, c'est qu'elle pouvait frapper tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Donc, tout le monde, toute la population, moins que les juifs, bien entendu, mais les chrétiens d'origine, si vous voulez, vivaient dans la hantise, dans la peur, plus ou moins. Donc, pas mal de gens haut placés, plus ou moins puissants, ont également fui, qui étaient de vrais chrétiens. On fuit l'Espagne et le Portugal parce qu'ils craignaient pour leur vie, parce que tout simplement un concurrent jaloux peut dénoncer un tel, oui, mais il est crypto-juif, et puis ça suffit pour le faire tomber. Donc, il y a pas mal de non-juifs qui sont partis également, des morts, des musulmans, il y en a très très peu, des protestants, évidemment, qui vont essayer de fuir également. Alors, voilà le résultat, le bénéfice de l'Inquisition. Grande importance aussi dans la vie juive, parce qu'ils sont conscients et fiers de leur réussite, et ils ont introduit, mais je crois que je vais me réserver ça pour la prochaine fois, ils vont littéralement introduire de classe. Et ça, c'est pas terrible, terrible. Mais je crois, parce que sinon, je vais vous retenir un peu trop longtemps et je vais me faire gronder par ma patronne derrière moi, elle me surveille. Alors, si vous avez des questions, je vous en prie et on reprendra ça la prochaine fois. Merci beaucoup, Georges. Et Avec, voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Des questions? ah, mais j'ai bien, tout le monde a tout compris. Non, pas de questions? Très C'est tellement intéressant. clair, on est bercé par votre récit, tellement que c'est clair et beau et à entendre. Pardon, j'ai pas Et compris. J'ai pas compris. Non, j'ai dit, enfin bon, je vais parler en mon nom. Me suis bercée vraiment je me berce toujours de ce que vous dites, de tout votre récit, parce qu'il est clair, limpide, et c'est un voyage à travers le temps, à travers les pays, tout c'est extraordinaire, vraiment. C'est gentil, merci beaucoup. ouais, Est-ce que je peux? On peut. Oh, vous pouvez Merci. beaucoup aussi. c'est- quelle culture, Bonsoir, Paula. quelle culture, c'est super. Oh, Pardon. Ah, c'est pas si grave. C'est pas si important. on se, En beau, on c'est se une histoire demande, incroyable, hein. Vraiment incroyable. Et c'est loin, incroyable, c'est très très loin. incroyable. Alors, Altona, il y a toujours une communauté aujourd'hui. À Hambourg aussi, évidemment, hein, bien sûr. Mais ça, c'est une histoire plus contemporaine. On a des personnages fabuleux. Euh, en deux mots, mais je reviendrai dessus de toute façon. Si je vous parle tellement de personnages illustres, c'est pas pour que vous les reteniez. C'est que parmi les juifs ashkénazes, ceux qui venaient d'Allemagne ou même de Pologne, du fait qu'ils n'avaient accès à rien, ils pouvaient faire du petit commerce et c'était tout. Alors les juifs savaient lire et écrire, mais ça s'arrêtait là. Ils n'étaient pas plus cultivés que ça. Par contre, les Maranes, qui étaient des chrétiens aux yeux du Portugal et de l'Espagne, à partir du jour où ils ont été chrétiens, avaient le droit d'accéder à toutes les fonctions. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes, vous le savez, on a parlé de pureté du sang pour les empêcher d'accéder, mais finalement, quand même, beaucoup sont arrivés à une éducation élevée à l'université. Ils avaient le droit de pratiquer toutes les fonctions, toutes les activités professionnelles. Ce qui fait qu'on trouve parmi eux une véritable aristocratie.
Ces gens sont arrivés, par exemple, à Bordeaux avec des collerettes de dentelle, avec des hautes chausses, avec des bas blancs, avec des chaussures à petits talons. Quand les Juifs venaient d'Allemagne ou plus loin, habillés comme on l'était dans les ghettos, avec aucun savoir-vivre, aucune connaissance de la relation à un monde non juif parce qu'ils vivaient dans leur ghetto, qui n'était pas le cas des Marans, qui étaient théoriquement des chrétiens. Et donc là, ça a créé un fossé social entre les juifs séfarades, je dis bien séfarades, en précisant qu'il s'agit bien de la péninsule ibérique, et les juifs soit levantins, donc mizrachniques, ou les juifs ashkénazes. Et là, il y a eu des oppositions très très fortes. Mais il faut voir, il y a des gravures de l'époque où vous voyez ces juifs habillés à la mode occidentale, européenne, moderne, des gens de cour, des bourgeois, pas du tout de la manière dont s'habillaient les juifs d'Allemagne ou de Pologne ou d'Alsace ou d'où vous voulez. Et ça va créer vraiment des problèmes et des oppositions entre ces deux communautés. Mais on peut comprendre aussi d'où ça vient. Ils avaient un statut social incomparable, incomparable avec celui des Juifs dans toutes les autres communautés d'Europe. Et on peut intervenir? Oui, bien sûr. Oui, bonsoir. Donc, je voudrais témoigner parce que je suis allée à Livourne. Et d'abord, c'est une très, très belle ville. Savoir qu'il y a des hôtels particuliers partout. Et en fait, j'ai pris une guide à Livourne qui nous a expliqué que toute la ville vivait au rythme des Juifs. C'est-à-dire que Shabbat, il n'y avait pas de commerce, etc., etc. La synagogue du Rav Elie Ben Abozag est nommée aujourd'hui sur la place de Livourne. Ah oui. Oui, oui. On a le même phénomène à Salonique aussi. Salonique, le port était à l'arrêt Shabbat. Communauté juive, certainement marane à Livourne. Je sais qu'il y a un livre qui est intéressant de Bocara qui a recensé toutes les familles portugaises, livournaises, entre autres. Ça Oui. s'appelle la saga des familles juives portugaises. C'est un livre très intéressant. Et ensuite, ces Livournais qui sont partis en Tunisie, on les appelait Grana puisqu'ils vendaient le fromage qui s'appelle Grana, que l'on trouve ici d'ailleurs, qui ressemble au parmesan. Et c'est vrai que les Livournais en Tunisie aussi, entre guillemets, avaient leur communauté et ne se mélangeaient pas aux Tunisiens autochtones. Donc, simplement un témoignage de la communauté de Livourne. On retrouve encore les mêmes noms, ils le savent, les Lombroso, donc les Bocara, etc., savent qu'ils sont originaires de Livourne avant d'avoir été en Tunisie pour beaucoup. Oui, d'accord. D'accord. Mais d'ailleurs, ce sont des géographes livournais qui ont établi les premiers les cartes du sud marocain jusque dans le désert du Sahara. Et ces cartes venaient de Livourne. Oui, Et là aussi, les Livournais avaient des comptoirs de la famille installée en Tunisie et au Maroc avec lesquels ils commerçaient. oui, Et ils phagocytaient littéralement le commerce international. C'est remarquable. Mais Livourne, c'est une très, très belle histoire, hein. Alors, merci pour ce témoignage. Je ne peux pas tout raconter sur Livourne parce qu'il y a de quoi faire une année de cours. C'est vraiment une grande communauté. Elle est surtout très originale. Mais voilà, c'est une histoire tellement riche. La nôtre, elle est belle. Elle n'est pas toujours joyeuse, mais elle est oui, intéressante. absolument. Et merci encore pour tous vos cours. Merci à vous. Oui, merci. Merci, merci. Ouais. Voilà. Alors,